Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir de venir parler de ventilation pédiatrique. Alors, je vais modifier un tout petit peu le titre pour dire de l'adulte à l'enfant, parce que finalement, beaucoup de la littérature qu'on a et finalement beaucoup de l'apprentissage qu'on a, notamment en anesthésie, viennent de chez l'adulte. Et donc, l'idée, c'est, vous verrez à travers la présentation, de partir de ce qu'on connaît déjà, qui est la ventilation de chez l'adulte, pour finalement le transposer un petit peu en pédiatrie et de rentrer dans certaines spécificités de la pédiatrie. Alors, pourquoi parler de ventilation? Vous le savez, vous le voyez sur cette courbe en bleu. Les événements respiratoires dans l'étude Apricot représentent la majorité des événements critiques au cours de l'anesthésie pédiatrique, et ce, d'autant que l'enfant est petit. Autant sur les événements hémodynamiques, on voit que ça touche essentiellement l'enfant de moins de 1 an, autant les événements respiratoires, vous voyez que jusqu'à 6-7 ans, c'est des éléments qui sont quand même très importants. Alors, voici rapidement le plan. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les grandes études, mais surtout de comprendre un petit peu le changement de paradigme qu'il y a pu y avoir autour de la ventilation au bloc opératoire, et puis de prendre un petit peu les éléments principaux de la ventilation et de voir comment on peut les adapter finalement à la pédiatrie. Alors, c'est hyper important, et puis notamment pour comprendre les études, parce que très souvent, en fait, on fait des raccourcis en disant, mais comment on a pu faire des études au bloc opératoire où on a comparé, par exemple, si on prend l'étude d'Emmanuel Futier, 0 de PEP et 10 ml/kg versus une ventilation protectrice. En fait, il faut comprendre qu'on a découvert dans les années 60, finalement, qu'il y avait des atérectasies qui se créaient au bloc opératoire, et la ventilation à haut volume courant, donc au-delà de 10 ml/kg, finalement, a permis de réduire les complications respiratoires et même la mortalité dans certains papiers. Et donc, en fait, la révolution à l'époque, c'était de ventiler à haut volume courant versus bas volume courant, parce que ça sauvait les gens. À l'époque, on n'utilisait pas de PEP. Et c'est toute la nuance qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de ventilation protectrice si on n'utilise pas de PEP, et on le verra ensuite. Donc, on avait cette ventilation à haut volume courant qui sauvait les gens parce que ça faisait moins d'atectasie. Puis finalement, on s'est rendu compte que la lésion à haut volume courant, ça induisait des lésions ventilatoires. Et donc, on a basculé de l'autre côté, avec notamment cette première étude de la RDS Network parue en 2000, qui avait montré que lorsque, en fait, on mettait une PEP et de la ventilation à bas volume courant, on avait une amélioration de la mortalité sur des patients en SDRA. Et donc, c'est vraiment le premier papier qui a permis de faire changer les stratégies. Et puis après, on a eu plein de recommandations, donc avec des définitions qui sont un petit peu différentes. La recommandation de Berlin avec quelques petites évolutions récentes. Et puis, chaque centre a fait ses propres recommandations. Et puis, donc ça, c'était dans la RDS. Donc, c'est des poumons qui sont très malades, concept de baby lung. Donc, je sais pas, on verra comment nous, on appelle le baby lung de l'enfant en SDRA. Ça doit être du baby lung. Mais en tout cas, c'était sur des poumons qui étaient très atteints. Sur poumon sain, pareil, il a fallu quand même attendre un petit peu de temps pour avoir des résultats. Vous voyez que quand on prend les études de façon indépendante, il y a peu de réduction. Il faut attendre les méta-analyses, donc en 2012, pour montrer qu'on a une réduction de la mortalité, y compris sur poumon sain, chez des patients en réanimation. Et puis, il y a cette étude d'Emmanuel Futier à Clermont-Ferrand, qui avait comparé, comme je vous l'ai dit, 6 à 8 ml/kg avec une PEP versus 10 à 12 ml/kg. Et donc, dans ce papier-là, il y avait une réduction donc, sur le critère de jugement composite, qui était un ensemble de complications respiratoires. Et donc, ça reste quand même des patients avec une chirurgie abdominale sur du patient adulte, donc des patients qui sont quand même à haut risque de complications respiratoires. Donc, ce n'est pas le patient à poumon sain qui va avoir une chirurgie très courte.
Et donc, en fait, en 2019, donc vous les avez certainement lus, les recommandations internationales d'experts sur la ventilation péropératoire en chirurgie. Et finalement, je vais utiliser ces recommandations, alors qui datent déjà un petit peu, puisqu'elles ont 4 ans, donc il y a eu un petit peu de littérature depuis, mais qui vont nous permettre finalement de dérouler la stratégie de prise en charge ventilatoire au bloc opératoire et de faire les parallèles entre l'enfant et l'adulte. Pour les recommandations pédiatriques, en fait, en péropératoire, j'ai pas grand-chose à mettre sous la dent. On a des avis d'experts essentiellement qui datent déjà un petit peu, qui ont une dizaine d'années. On a les recommandations PMVEC, donc de la Société européenne. Donc, c'est les recommandations pour la ventilation, donc essentiellement en réanimation, mais il y a des parties à l'intérieur qui s'intéressent à l'enfant en poumon sain. Donc, on peut transférer cette partie-là au bloc opératoire. Et donc, on est en train de réviser à nouveau. Le processus vient de commencer. Donc, probablement qu'en 2024, il y aura des nouvelles recommandations qui vont sortir. Et puis, on a fait la mise à jour des recommandations internationales sur le SDRA pédiatrique en 2023, donc qui viennent d'être publié dans Pediatric Critical Care et que je vous invite à lire. Je vais reprendre quelques éléments parce que c'est intéressant de voir parce qu'il y a plein de choses qui s'appliquent en anesthésie pédiatrique. Alors, la première question, je dirais, quand on règle un ventilateur, c'est le volume courant. Alors, chez l'adulte, c'est évident, c'est 6 à 8 000 kg de poids idéal. Et puis, on voit qu'il ne faut pas mettre de PEP. Et c'est bien, en fait, dans la même recommandation, on a quand même la recommandation sur le volume et l'association avec une PEP. Et ça, je crois que c'est un élément qui est essentiel et que vous comprendrez. Quand on va en pédiatrie, qu'est-ce qu'on voit? Donc, dans les avis d'experts, je vous en ai mis quelques-uns, mais il y en a un certain nombre. On dit 6 à 8 000 kg, 6 à 7 000 kg. Bref, on reste à peu près sur des recommandations adultes. Martin Kneiber, donc aux Pays-Bas, lui dit 6 à 10 000 kg. Et puis, lorsqu'on va sur les recommandations aux soins intensifs, pour les recommandations internationales sur le SDRA, on dit 5 à 8 000 kg. Donc, globalement, c'est 6 à 8 000 kg pour les patients qui ont des SDRA plutôt légers. Et puis, on va aller sur du 5-6, voire en dessous, pour du patient avec un SDRA grave. Et les recommandations européennes sont beaucoup plus libérales, elles, puisque en fait, elles autorisent des volumes courants jusqu'à 10 000 kg. En tout cas, on dit qu'il faut éviter les volumes courants au-dessus de 10 000 kg. Alors, ça peut vous paraître énorme, mais finalement, est-ce qu'on a de la littérature pédiatrique pour dire qu'il ne faut pas dépasser en fait les fameux 6 à 8 000 kg, et est-ce que finalement, lorsqu'on règle 9 000 kg ou 10 000 kg, c'est un problème en pédiatrie? Alors, on a ce papier-là, une méta-analyse qui date de 2014, et je vous en mets juste une partie, mais globalement, ils ont essayé de pouler un certain nombre d'études. Alors, il y en a des études un petit peu plus récentes maintenant, mais ils ont essayé de pouler un certain nombre d'études et ils ont fait des comparaisons dans tous les sens. C'est-à-dire qu'ils ont fait du 7 supérieur à 10, du 7 inférieur à 12, du 8 supérieur à 10 et du 8 supérieur à 12. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a aucune différence dans l'ensemble de ces études. Donc, même quand on va chercher sur des patients de réanimation pédiatrique des extrêmes, c'est-à-dire moins de 8 supérieur à 12, on ne met pas en évidence de différence sur la mortalité dans ces études-là. Et finalement, peut-être que on le dit souvent, l'enfant n'est pas un adulte en miniature, même si les concepts restent les mêmes et qu'on peut appliquer les concepts adultes en pédiatrie. C'est juste que la physiologie peut être différente et parfois il faut savoir les adapter. Et c'est vrai qu'il y a certains papiers qui montrent que les patients, même à 10 000 kg, en fait, ça ne pose pas de souci et que voir les patients qui ont des VT un petit peu plus élevés sont des patients qui meurent moins sur certains services de réanimation pédiatrique. Et en fait, la composition du poumon de l'enfant, et alors on s'intéresse vraiment au petit enfant, période, je dirais, néonatale jusqu'à l'âge de 1 an. En fait, la composition du poumon de l'enfant est assez différente en termes de structure, c'est-à-dire de composition d'élastine, de collagène. Et on a des poumons
qui sont différents à la fois par le nombre d'alvéoles et à la fois dans l'élastance de ces poumons-là, ce qui pourrait expliquer un petit peu les différences et la difficulté qu'on a à montrer que le haut volume courant est mauvais chez l'enfant. Et puis, qui dit volume courant, dit gestion de l'espace-mort en pédiatrique. Alors, je vous ai mis 3 types de filtres, d'accord, donc qui sont des filtres qui sont utilisés. Alors, c'est ceux qu'on utilisait avant. Je vous ai mis les références ici. En fait, le volume compressible de ces filtres, on peut comprendre comme le volume de l'espace mort, c'est 11, 26 et 34 millilitres. Donc, nous, si on veut utiliser des filtres qui sont à la fois échangeurs de chaleur et d'humidité et bactériostatiques, on utilise des filtres. Les plus petits filtres, ils font 9 millilitres dans le commerce. Et donc, en fait, vous avez déjà 9 millilitres qui vont servir juste à ventiler votre filtre. Ce qui fait pour un enfant de 3 kg, 3 millilitres par kilo. Donc, vous comprenez que c'est difficile d'aller chercher les extrêmes parce que si vous ventilez à 5 millilitres kilo un nourrisson de 3 kg sur lequel vous avez mis un filtre qui fait 11 millilitres, eh ben, il ne va pas recevoir grand-chose. Et puis là-dessus, on rajoute le raccord, les sondes, la sonde qui fait un petit peu d'espace mort aussi, et puis les pièces en écrac. Alors, on avait fait un papier là qui vient d'être publié dans le JA où on s'est intéressé. Donc, je vous ai dit, nous, ce qu'on utilise, c'est les filtres là, donc les filtres qui font 11 millilitres. Enfin, ils font 9 millilitres chez nous, mais c'est ce type de filtre. Et on s'est intéressé à regarder, donc c'est de la capnographie volumétrique. On fait des capnos qui mesurent les volumes et puis on a des logiciels d'analyse qui nous permettent de calculer l'espace mort alvéolaire et la ventilation alvéolaire. Et en fait, là, quand vous regardez sur la figure 2, ce qui est en gris clair, c'est ce qui ventile l'espace mort des voies aériennes. En blanc, c'est l'espace mort des filtres. Et puis en noir, en gris foncé, c'est la ventilation alvéolaire. Et vous voyez, donc c'est la ventilation alvéolaire minute, parce qu'on sait que chez l'enfant, la ventilation minute est très dépendante de la fréquence respiratoire. Et en fait, la ventilation minute pour maintenir une normocapnie chez ces enfants-là, vous voyez qu'elle est à peu près constante. Par contre, ce qui change énormément, surtout sur le groupe 5-10 kg, on ne pouvait pas descendre en dessous parce que sinon, en fait, les mesures ne sont pas valides. Vous voyez qu'en fait, la grosse majorité, les 2/3 finalement de la ventilation minute qu'on utilise servent juste à ventiler notre filtre et notre espace mort. Et en fait, que vous avez qu'à peu près 1/3 de la ventilation que vous allez régler qui va servir à ça. Et on s'est amusé à tracer finalement les deux courbes pour savoir à quel moment, dans ce qu'on règle du volume courant, il n'y a plus de la majorité du volume courant qui sert à vraiment ventiler les alvéoles pulmonaires. Et on avait trouvé que c'était dans 32 kg. Alors, il y a plein de limites à ce travail, essentiellement parce qu'on utilise des filtres, parce qu'on a des protocoles de changement de circuit qui dépendent du poids du patient et tout ça. Mais il faut savoir que globalement, en dessous de 30 kg, en tout cas sur notre institution et notre façon de travailler au bloc opératoire, en dessous de 32 kg, plus de la moitié du volume courant sert à ventiler l'espace mort et le filtre. Ensuite, la deuxième question, pour aller vraiment sur du volume extrême, c'est de se dire est-ce que nos respirateurs ils sont très précis. Il y a ce papier qui a été publié en mars 2023 qui s'est intéressé à comparer des respirateurs que vous avez probablement à Toulouse, en tout cas certains. Et vous voyez qu'en fait, si on veut avoir 20 minutes de volume, vous avez des écarts qui sont quand même assez importants en termes de pourcentage d'erreur. Si on regarde le FLOI, il est quand même un petit peu en dessous. L'Advance est un petit peu plus proche. En tout cas, vous avez une variation. Et en fonction du type de respirateur, vous pouvez surestimer ou sous-estimer vraiment le volume que vous faites de l'ordre d'une vingtaine de %. Et on voit que ça s'améliore un petit peu à 60 litres. Et puis, plus on monte sur les volumes, plus en fait la précision est importante. Donc, il faut vraiment savoir que sur le petit volume courant, en fait, on va avoir des performances au niveau de nos respirateurs qui sont un petit peu moindres en termes de précision des respirateurs. Donc, c'est aussi pour mettre une certaine limite en se disant, oui, c'est très bien d'aller chercher 5 millilitres kilo ou 6 millilitres kilo. On est de l'ordre de 1 millilitre kilo. 1 millilitre kilo sur un enfant qui fait 3 kilos, ça fait que 3 millilitres de différence de volume courant et qu'on est dans le range d'erreur. Donc,
Voilà, il faut rester pragmatique lorsqu'on ventile les enfants au bloc opératoire et je déconseille, moi, fortement, notamment dès que vous utilisez des filtres, d'aller chercher vraiment les valeurs extrêmes des volumes courants. Donc, probablement qu'il ne faut pas faire plus de 10 000 kilos, probablement qu'il ne faut pas faire du moins de 5 millilitres mais il faut se mettre entre les deux. Et puis, un autre paramètre, un de mes petits dada, on en a beaucoup parlé avec Delphine, c'est la question de la précision des volumes et en fait de ce qu'on appelle le test de fuite. En fait, le test de fuite, c'est un test de compliance et de résistance des circuits au-delà d'être un test de fuite. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, vos tuyaux, ils se distendent à chaque insufflation. En fait, ce n'est pas des tuyaux rigides, sinon on utiliserait des tuyaux métalliques qui, eux, ne bougeraient pas. Mais nos tuyaux, ils sont en plastique et vous avez une espèce de membrane fine qui, du coup, se distend à chaque inspiration. Et donc, la compliance, par exemple, dans ce circuit-là, aux alentours de 1 millilitre par centimètre d'eau, eh ben, vous avez globalement, si vous avez 20 centimètres d'eau de pression, vous avez 20 millilitres qui sont perdus simplement en distendant vos tuyaux. Ce qui fait que si vous aviez réglé 400 millilitres, que vous avez une compliance à 1 millilitre avec des pressions à 20 centimètres d'eau, vous faites 400 moins les 20 millilitres qui sont perdus dans le circuit, ça vous fait 380. Heureusement, nos respirateurs, chaque fois que vous faites le test de compliance, il comprend ça. En fait, il l'analyse et il va dire, OK, mon circuit fait 1 millilitre par centimètre d'eau. Donc, si le médecin il veut 400 millilitres, ben moi, il faut que j'envoie 420 parce que je vais avoir 20 qui vont être perdus. Bref, chez l'adulte, ce n'est pas très grave. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas le faire, mais si vous n'avez pas calibré votre test de compliance, vous voyez que vous perdez 5% de votre volume courant. Bon, ça reste assez négligeable. Mais je vous remets dans la même situation où on prend un enfant, d'accord, un nourrisson, et puis lui, je le ventile à 50 millilitres. J'ai toujours mes pressions inspiratoires qui sont à 20 centimètres d'eau. Eh ben, je vais toujours perdre 20 millilitres puisque la compliance du circuit, c'est la même. Et donc, à ce moment-là, en fait, mon volume courant que mon patient va vraiment recevoir, c'est 30 millilitres. Et donc, je vais avoir moins 40% de volume courant. Et c'est pour ça que c'est hyper important lorsque vous changez de circuit, lorsque vous utilisez des circuits pédiatriques ou des circuits adultes, ou lorsque vous rajoutez des éléments sur vos circuits, que ce soit des prolongateurs, des raccords annelés, des filtres, que vous mettiez un petit filtre, un grand filtre. C'est hyper important, surtout en pédiatrie, de faire votre pré-test ou votre test de fuite pour calibrer la compliance et que votre respirateur soit capable, finalement, si vous demandez 50 millilitres, d'envoyer 50 millilitres. Et ça, c'est pour illustrer, c'est ce qu'on a présenté à la DARPEF avec Delphine. On s'était amusé à faire plein d'exercices avec différents circuits. Vous voyez que lorsque vous calibrez bien votre circuit, on est en volume contrôlé, on a demandé 50 millilitres x 30. Et ben en fait, vous obtenez des choses ici. Si on lui demande 50, il va délivrer 47, 50, 45. Donc, on est dans le range de valeur qui est à peu près pertinent. Mais lorsque vous vous trompez dans la calibration de votre circuit, c'est-à-dire que vous avez mis un circuit adulte alors que vous l'avez un circuit pédiatrique ici, alors que vous l'avez calibré avec un circuit adulte ou inversement, vous voyez que vous avez des différences qui sont quand même très importantes de l'ordre de 13 à 15 millilitres, donc ce qui représente des valeurs de 30% à peu près d'erreur. Et même un autre exemple, ça c'est un papier qui est publié où en fait ils utilisent des circuits qui peuvent s'étendre ou se rétrécir et ils ont montré exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a des erreurs qui sont quand même majeures sur les circuits, simplement le fait d'avoir testé le circuit en le déployant, enfin en l'étendant ou sans le détendre. Et donc, on a des différences qui sont quand même hyper importantes. C'est sûr que chez l'adulte, c'est toujours plus négligeable, mais chez l'enfant, ça peut faire des variations qui sont quand même extrêmement importantes. Alors, vous l'aurez compris, je ne suis pas un grand défendeur, en tout cas au bloc opératoire, des extrêmes volumes courants, pas très haut, pas très bas. Je pense qu'il faut rester à peu près raisonnable, en général aux alentours des 8 millilitres par kilo. Et donc, je vous propose cette petite question pour répondre. En fait, on a une petite charrette qui fait 17 kilos. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va régler comme volume? Est-ce qu'on règle du 10 millilitres kilo, 170 millilitres kilo, du 8 millilitres kilo, donc ça fait 130, 70 millilitres, c'est du 4 millilitres kilo. Bon,
C'est vrai que si on écoute ce que je dis, on serait aux alentours des 130 minutes pour régler 8 kilos, mais on se doute forcément qu'il y a un piège. Et en effet, je vous présente Shahad qui a 8 mois, qui est le bébé le plus gros du monde. Et tout ça pour vous dire que la prévalence de l'obésité, elle est en constante augmentation, notamment en pédiatrie. On était protégés jusque-là, mais depuis quelques années, ça augmente de façon très, très importante. Et donc, en fait, il faut intégrer maintenant en pédiatrie aussi la notion de poids idéal. Et je vous pose la question également du renseignement de la taille sur la feuille d'anesthésie. Lorsqu'on avait fait l'enquête avec Delphine au niveau de l'ensemble des CHU, en fait, c'était renseigné dans moins de 40% des dossiers d'anesthésie. Donc ça, c'est un élément qui est très important parce que vous ne pouvez pas calculer votre poids idéal sans avoir la taille. Alors, vous pouvez le faire également sur l'âge de l'enfant, mais c'est plus intéressant de le faire sur la taille. Et justement, j'intègre des nouvelles données donc, qui font partie là, des recommandations sur le SDRA pédiatrique. En fait, il y a un très gros papier qui a été publié dans le Chest qui s'est intéressé en fait à faire des tests de la fonction respiratoire. Ils ont pris des énormes cohortes aux États-Unis et au Canada sur des enfants. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que les enfants obèses ont des poumons qui reflètent le poids idéal, alors que les enfants sous-nutris ou en tout cas qui sont petits ont des poumons qui reflètent leur poids idéal. Donc, contrairement aux recommandations adultes qui sont de dire dans tous les cas, il faut prendre le poids idéal, les recommandations pédiatriques, elles disent qu'il faut calculer le poids idéal et le poids réel et toujours prendre le plus petit des deux poids pour faire le calcul. Comme ça, vous affranchissez de s'il est gros, s'il est petit. Donc, vous faites le calcul des deux. Et si le poids idéal est plus petit, bah, vous prenez le poids idéal. Si le poids réel est plus petit, vous prenez le poids réel. Sur la majorité des enfants, ça fonctionne. Et puis, dernière chose sur les volumes courants. Alors, c'est génial, vous avez fait attention à tout, absolument à tout. Vous avez réglé au millilitre près votre volume courant, vous avez tout bien fait. Et puis là, bah, vous le remontez en néonate, vous l'emmenez en réanimation, vous l'emmenez en CSPI, intubé, ventilé, et puis vous le ventilez avec le ballon en but. Et vous allez voir que du coup, eh ben, vous générez des volumes qui sont extrêmement importants. C'est un papier qui avait été publié par l'équipe australienne en anesthésie. Donc bon, c'était pour montrer que en réa néonate, ils font tout parfaitement bien. On le savait déjà, mais c'est surtout pour montrer que lors des transports, on avait des grosses variations de volume et on avait tendance toujours à faire des volumes qui sont hyper importants. Vous voyez que les points là, c'est des volumes qui ont été mesurés à 30, 40, 50 millilitres par kilo. Heureusement, c'est des sondes sans ballonnet, il y a plein de fuites, il y a des limitations de pression et tout ça, donc on est à peu près protégé. Mais faites très attention lorsque vous ventilez à la main ces enfants, parce que en fait, on va générer très souvent des volumes courants qui sont très élevés. Ce qui n'a pas été ce qu'on a démontré à la DARPEF, mais ce qui est publié dans ce papier-là lors du transport. Alors, on a parlé du volume. Maintenant, on va parler rapidement de la PEP. Alors, comment on règle notre PEP? Donc, les recommandations adultes, elles disent 5 cm d'eau et qu'il faut éviter la PEP, notamment avant l'extubation. Donc, c'est-à-dire la PEP qu'on met à zéro en général quand on les met en ventilation spontanée sur la valve APL qui est à zéro et sur les patients qu'on fait respirer avant de les extuber en se disant il a zéro de PEP, c'est très bien pour lui. Non, c'est écrit dans les recommandations adultes qu'il faut éviter d'avoir zéro de PEP. Donc, la PEP, elle doit être maintenue du début jusqu'à la fin de l'intervention. Les recommandations pédiatriques, elles disent 5 cm d'eau ou 3 à 5 cm d'eau. Retenez la valeur de 5 cm d'eau. Et je dirais, elle est encore plus importante en pédiatrie que chez l'adulte. Je vous rappelle quelques petites notions de physiologie respiratoire. En fait, la grosse différence qu'on a entre la pédiatrie et l'enfant, c'est sur la compliance de la cage thoracique et la compliance du poumon. Globalement, votre poumon, il est très rigide chez l'enfant et la cage thoracique, qui n'est pas ossifiée, elle est extrêmement souple. Et donc, en fait, le point d'équilibre de la rétraction de votre poumon et de l'extension de votre cage thoracique, qui va définir la capacité résiduelle fonctionnelle. Chez l'adulte, elle est de l'ordre de 30% de la capacité pulmonaire totale. Et en fait, comme on a ce déséquilibre chez l'enfant, parce qu'on a une cage thoracique qui est absolument pas ossifiée, donc qui n'est pas capable de retenir ce poumon qui a vraiment tendance
à vouloir se collaber, et ben en fait, chez l'enfant, c'est de l'ordre de 10 à 15 cm d'eau. Donc, cette CRF, elle est très basse et elle est très proche du volume critique de fermeture, c'est-à-dire le volume en dessous duquel il n'y a plus du tout d'air dans le poumon et le poumon va tendance à s'atelectasier complètement. Pardon. Et ce qui se passe, c'est que le nourrisson, on a plein de données qui nous disent ça, le nourrisson va faire des techniques pour en fait respirer au-dessus de sa CRF. En fait, le nourrisson, il va jamais aller chercher cette CRF parce qu'il va avoir une activité tonique au niveau du diaphragme, c'est-à-dire qu'il va freiner sa course diaphragmatique, il va avoir un freinage laryngé. C'est pour ça qu'ils se mettent tous en gênement expiratoire. Vous avez vu des enfants en détresse respiratoire, ils font tous un gênement expiratoire. C'est simplement pour faire de l'autopep. C'est exactement la même chose que vous faites quand vous courez à lèvres pincées. Bah, le nourrisson, il le fait de façon naturelle en geignant dès qu'il est en détresse respiratoire. Et ils ont une respiration, ils vont essayer de raccourcir leur temps expiratoire pour trapper un petit peu. Bref, ils mettent plein de choses en place. Mais toutes ces choses-là, eh ben, elles sont annihilées lorsque vous faites une anesthésie générale parce que du coup, vous coupez tout le drive respiratoire et donc ils sont plus capables de compenser. Et donc, ils sont très à risque de faire des atéectasies et c'est pour ça que la PEP est d'autant plus importante chez l'adulte que chez l'enfant. Alors, quelle valeur de PEP? On a un petit peu de littérature maintenant. Donc, ce papier, voilà, qui est un papier pédiatrique où ils ont randomisé les enfants pour recevoir 3, 6 ou 9 de PEP. Globalement, ils les induisent, ils les intubent, ils font de l'échographie, ils font une manœuvre de recrutement, ils vérifient à l'échographie qu'ils n'ont plus du tout d'atéectasie. Et puis ensuite, ils les randomisent, ils reçoivent tout ça. Et puis, à la fin de l'intervention, ils regardent s'ils ont des atéectasies ou pas. Et vous voyez, donc en orange, c'est le volume d'atéectasie qu'ils avaient avant de faire la manœuvre de recrutement, donc juste après l'intubation. Et vous voyez que lorsqu'on a 3 de PEP, eh ben, on n'a quasiment pas de différence à la fin de l'intervention. Donc, le fait d'avoir fait une manœuvre de recrutement et de réverser les atéectasies, bah, ce bénéfice-là n'est pas maintenu lorsqu'on a 3 de PEP. Par contre, c'est maintenu à 6 et puis un peu plus à 9. Donc, ce papier, et ça de façon significative, ce papier recommande de mettre une PEP à 6 après avoir fait des manœuvres de recrutement. Et c'est la PEP minimum qui permet d'éviter la reformation des atéectasies après une manœuvre de recrutement et une intubation. Et puis, on a un peu la même chose dans ce papier-là qui trouve 5 cm d'eau de PEP. Donc, très probablement que la PEP recommandée maintenant, aujourd'hui, elle a un tour de 5 cm d'eau. Nous, c'est vrai que dans notre blog, c'est encore 4 cm d'eau, mais voilà, entre 4 et 5 cm d'eau minimum. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de la garder du début à la fin. On l'a dit, les recommandations à adultes le précisent de façon très, très claire. Et en fait, là, ils ont fait des périodes d'induction et des périodes d'extubation juste avant l'extubation avec CPAP ou sans CPAP. Et en fait, vous voyez qu'on a des différences en termes de score d'aération qui sont quand même très, très significatives en fonction d'avoir ou pas une CPAP. Et donc, en fait, le fait d'avoir juste ces moments-là, le reste est à peu près comparable entre les deux groupes, mais le fait juste au moment de l'induction et à la fin de l'extubation de ne pas avoir de PEP suffit à reformer des atéectasies de façon importante. Et donc la PEP, elle est essentielle depuis le début, je dirais depuis le moment où votre enfant il perd connaissance, enfin il perd conscience. Donc vous débutez votre induction, il faut lui mettre une PEP très précocement et jusqu'à ce qu'il soit extubé, il n'y a aucune raison que votre enfant ne soit sans PEP à quelques moments que ce soit de votre anesthésie. Donc, on l'a vu, un volume courant donc, qui reste raisonnable, une PEP qui doit être à 5 du début à la fin, et puis forcément, il y a quand même des moments où on va avoir des atéectasies, et donc se pose la question de savoir s'il faut recruter ou pas. Les recommandations disent que il n'y a pas d'évidence pour dire qu'il faut faire des recrutements de façon systématique, mais que voilà, ça se discute au cas par cas en fonction du bénéfice individuel. Par contre, il y a un truc qui est à retenir, sur lequel moi j'essaie de me battre, mais qui est encore fréquemment utilisé, c'est la manœuvre de recrutement au ballon, c'est-à-dire valve APL à 30 ou à 40, et puis j'appuie sur mon ballon. Je ne sais pas les volumes que je génère dans mon poumon. Et donc, on sait que ça entraîne, et il y a un certain nombre de papiers et de case report qui montrent qu'il y a des complications en faisant ça. Donc, il est déconseillé de faire des manœuvres de recrutement manuelles, un petit peu sauvages, je dirais, avec la valve APL, et puis on appuie, on essaie de maintenir le plus longtemps possible la pression.
Donc, les recommandations dans l'anesthésie analgésia, c'est de faire ça. Donc, ça, on oublie. Je crois que c'est pas une bonne idée. Les recommandations européennes disent que il n'y a pas suffisamment d'évidence pour recommander ou pas de façon systématique les manœuvres de recrutement. Et puis, vous avez un papier, si ça vous intéresse, publié en 2021 sur l'ensemble des recrutements en anesthésie pédiatrique. Donc, vous avez pas mal de RCT. Alors, très souvent, qui ne montrent pas de bénéfices cliniques, qui montrent des bénéfices physiologiques, c'est-à-dire sur des changements d'aération chez des enfants, avec un peu toutes les tranches d'âge, 2, 5 ans, plus grand, plus petit. Voilà, vous avez plein de techniques qui montrent ça. S'il y a un message à retenir, c'est qu'en fait, la durée est peu importante dans l'ensemble de ces études, c'est surtout la pression qu'on va générer. La manœuvre de recrutement, on a tendance à considérer que les manœuvres de recrutement, que ce soit en réanimation sur le poumon en SDRA et sur l'anesthésie, ce sont les mêmes. Pas du tout. Vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs. Lorsque vous faites du recrutement sur un poumon en SDRA, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher, c'est de réouvrir des consolidations, donc des territoires qui sont très difficilement fermés. Là, quand vous êtes en anesthésie, simplement, vous avez fait des atélectasies de dénitrogénation. Donc, par définition, les atélectasies, elles vont se lever très facilement. Donc, vous n'avez pas besoin d'appliquer les mêmes pressions et les mêmes durées par rapport à ce que vous pourriez faire en réanimation. Ce papier est intéressant parce qu'en fait, ils ont fait deux groupes. Un groupe où ils faisaient des manœuvres de recrutement standard, où ils montaient jusqu'à 30 cm d'eau, et puis ce groupe où ils faisaient guider sur l'échographie. Donc, en faisant, en fait, ils gardaient toujours 15 cm d'eau, ils passaient en pression contrôlée. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Soit vous utilisez les systèmes automatiques, soit vous pouvez utiliser ces systèmes-là. Donc, une driving pressure une driving pressure va être 15 cm d'eau et puis des paliers de PEP de 5 cm d'eau et puis on montait progressivement jusqu'à atteindre 25 cm de PEP et 40 cm d'eau maximum de pression. Et en fait, ce qui montrait sur ce papier-là, donc ils autorisaient de monter jusqu'à ces valeurs-là. Et ce qui montrait, c'est que lorsqu'on atteint 20 cm d'eau de PEP et 35 de pression inspire, donc toujours parce que vous êtes à 20 cm d'eau et 15 cm d'eau ici de pression, vous avez une réduction très significative des atélectasies et que dans l'autre groupe, ça faisait quand même vraiment moins bien. Vous pouvez l'avoir ici en exemple. Et donc, très probablement que sur des enfants qui sont sains, si vous voulez